Voilà, donc la question du jour, c'est comment identifier et réduire les souffrances inutiles en amour. Mais déjà, on va partir de quoi vous souffrez. Euh, voilà, donc je vous ai demandé de pointer, faire une liste de ce qui vous fait souffrir le plus en amour. Vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul avec ça déjà. En général, c'est assez commun. Hein. C'est souvent des choses communes à tous d'ailleurs. Et du coup, on va faire un point. Et je vous dirai comment, en général, c'est ce qu'on imagine de pire, c'est souvent ce qui nous arrive. Ça peut même être des prophéties d'autoréalisation même. Alors, qui veut lire sa liste? Commence. Alors, prenez le truc. Non, tu ne me prends pas tout, tu m'en fais 2 ou 3 là. Pas tout. Ok. Eh bien, nous, on a listé surtout l'absence de communication. Ouais, Quand en face de nous, il y a une porte qui est fermée, en gros. Hein. C'est en ouais. communication, Donc le partenaire ne veut pas parler, ou ne ouais, parle pas bien, ou sait ouais, pas parler. ne Ouais, ça s'exprime c'est. pas. Et le manque d'attention aussi du partenaire. Ouais, En ok, gros, ouais, il ne te un calcule classique. pas, ou voilà, tu ne fais pas partie de la liste des priorités de la journée. Ok, Euh, et puis, les... donc il y avait aussi dans les croyances, hein, les croyances qui font souffrir, il y avait aussi la possibilité que finalement le modèle d'exclusivité dans l'amour romantique, c'est quelque chose de souffrant, c'est ce qu'a dit Jean-Baptiste. ouais, Et ça ça peut peut. donner lieu à de la violence aussi, avec cette souffrance. Alors, bon, je vais reprendre. La communication, ça c'est sûr que c'est pas une souffrance inutile parce que si ça communique pas, vous n'allez pas rester longtemps dans le bateau, vous n'allez pas faire durer votre couple en tout cas. Si la communication est malsaine, il va falloir travailler à la com. Bon, ça s'apprend, ça se développe, il faut que le partenaire soit partant. Si le partenaire n'est pas partant, ça c'est le point de base, hein, il n'est pas partant là-dessus, et vous ne pouvez pas forcer quelqu'un qui ne veut pas travailler là-dessus. Bon, ça je fais rapide. Bon. Le deuxième point, c'était Le manque d'attention. le manque d'attention. Il ne prend pas assez soin de moi. Alors, le truc qui pourrait être contre-productif, c'est parce que souvent, on a envie que ça se passe bien, on a envie que ça marche. Donc tu te dis, ça serait bien qu'il prenne soin de moi, par exemple, ou qu'il me calcule plus. C'est ça l'idée, c'est ça? Ok. Et il ne me calcule pas tant que ça. Alors, en général, quand vous arrivez à cet endroit, c'est que vous avez tenté de vous faire calculer. Ça n'a toujours pas marché, c'est ça? Il n'y a rien qui fait rien. Donc, de deux choses l'une, on revient sur le point communication. Ouais. Soit il a envie de faire avancer le schmilblick en disant bah voilà, il y a un endroit où la manière dont tu prends soin de moi n'est pas OK pour moi. Est-ce qu'on peut avancer là-dessus ou pas? Mais ça, c'est pas des souffrances inutiles dans le sens où c'est des points non négociables. À un moment donné, si l'autre il prend vraiment pas soin de toi et que toi tu ne trouves pas ton compte là-dedans et que ton partenaire ne souhaite pas avancer là-dessus pour des raisons qui lui incombent, hein, bah, vous ferez pas. Donc là, les souffrances inutiles, c'est de rester dans une relation qui est presque maltraitante. Je ne vois pas l'intérêt de rester avec un partenaire qui ne prend pas du tout soin de toi. Voilà, autant rester seul et prendre soin de toi. Quoi. Donc c'est un peu l'état des lieux. Et je pense que c'est ça que C'était tu ça. avais dit à un moment donné. S'il me zappe tout le temps, autant arrêter l'histoire. Et donc la souffrance inutile ici, ce serait de rester longtemps, trop longtemps, dans une relation de maltraitance en fait, une forme de maltraitance. Si vraiment l'autre ne veut pas communiquer, qu'il ne veut pas prendre soin de moi et que moi je fais des efforts mais pas l'autre, je suis tout seul dans mon bateau, bon, à un moment donné j'arrête. C'est ça. Et si je me maintiens là-dedans, je suis responsable. Donc là, on va voir pourquoi vous restez dans des histoires qui ne méritent pas d'être restées, d'être maintenues. Quoi. Ok, le dernier point, c'était la croyance que le couple exclusif peut être porteur de souffrance. Ça, ça peut être. Alors, est-ce que c'est comme quand c'est des vérités absolues, ça marche pas. À chaque fois que vous affirmez un truc qui est vrai, l'inverse est vrai. On peut dire aussi une relation qui serait que non exclusive peut apporter beaucoup de souffrance. C'est vrai aussi. Donc C'est une les deux croyance. peuvent être. Bah oui. Donc le problème c'est
te mettre des vérités absolues. Dans toute situation, il y a les avantages et les inconvénients. Là, tu es sur les modèles amoureux. Voilà, parce qu'on navigue tout le temps entre des besoins de sécurité et des besoins d'exploration. Donc le modèle exclusif présente un avantage sur les besoins de sécurité et un désavantage sur les besoins de liberté et d'exploration et des frustrations. Quant au modèle exclusif présente des avantages sur la sécurité et des inconvénients sur le besoin d'exploration. Exactement. Donc à un moment donné, il va falloir trouver des trucs de renoncement. Comment arrêter de souffrir en amour? C'est se mettre dans un positionnement, choisir quelque chose, c'est renoncer à autre chose. Il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Ou, oui, c'est ça. Si je choisis le modèle exclusif, je ne vais pas avoir toutes les explorations possibles sous la main. Et si je choisis le non exclusif, je vais avoir les inconvénients du modèle ouvert, qui est la jalousie, entre autres. Bon, il y en a d'autres, mais surtout la jalousie. Donc vous aurez, voilà. Ouais, toujours. Donc alléger les souffrances, c'est aussi, pour moi, voir que quand vous choisissez quelque chose, parce que vous savez que c'est plus écologique pour vous, vous renoncez au reste. Et il y aura une forme de frustration quelque part. Parce qu'il n'y a pas que des avantages dans un... Voilà. Vous ne pouvez pas avoir un système, un système ou une croyance ou un choix qui s'avère qu'avec des aspects positifs et ce pour tout le temps. Ça n'existe pas, ça. Donc il faut être très clair sur si je choisis une direction, une voie, un partenaire. Pareil sur un partenaire qui présente des aspects, des qualités et des défauts. J'aurai pas tout, quoi. Donc est-ce qu'il y a plus que de moins? Voilà, c'est la question que vous vous posez. Que ce soit dans un modèle amoureux ou que ce soit sur un partenaire. Est-ce que cette relation m'épanouit plutôt plus que moins? Voilà. Et est-ce qu'il y a des points vraiment non négociables sur lesquels je ne peux pas faire affaire avec ce partenaire? Parce que je sais que je touche mes limites. Voilà, c'est comme ça qu'on réduit les souffrances inutiles. C'est pour ça qu'il faut identifier les points. Par exemple, là, prendre soin, dans ton exemple, c'était... au bout d'un moment, tu ne pouvais plus. Quoi. Je ne peux plus supporter. C'est insoutenable pour moi d'être avec quelqu'un qui me zappe. Quoi. Donc, oui, mais tu es resté combien de temps là-dedans? C'est là que tu pouvais te questionner. Voilà. Donc, combien de temps je reste? Alors, ça, c'est pour le public. Si vous restez trop longtemps dans des histoires comme ça, c'est qu'il y a qu'une partie de vous, soit qui croit qu'elle ne mérite pas mieux, soit qui se... Je ne peux pas mériter mieux, je ne peux pas trouver mieux, soit je ne gère pas la solitude. Il y a un truc qui fait que vous pouvez vous maintenir dans des histoires invraisemblables. La peur de... Ouais, j'ai échoué, une fois de plus, j'ai encore échoué. Alors ça, c'est vraiment des conneries. Vous ne pouvez pas échouer, vous pouvez juste arrêter de vous maintenir dans une relation qui vous fait beaucoup souffrir. À un moment donné, c'est pas OK. Ouais. Alors si tu prends... Super, tu prends le micro. Toute relation est limitée. Toute relation est limitée. Nous sommes des êtres qui ont un désir infini. Nous arrivons de l'illimité dans un monde limité avec un désir fini. Donc tout est limité. Et donc en compensation, est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes de compensation? Bien sûr. C'est-à-dire avec d'autres relations ou seul, vivre un complément. Mais ça, c'est le modèle ouvert. Le modèle polyamoureux présente ces fameux avantages de dire un ne peut pas me combler complètement, donc j'irai avec les autres pour me combler. C'est ce que présente le modèle poly. Hein. Je prends un exemple, par exemple, avec ma partenaire première, je peux voyager 5 semaines. J'ai envie de voyager 10 semaines. Donc je cherche quelqu'un d'autre, une copine. Ça peut être une copine tout simplement, qui apporte un complément. Une copine ou un groupe. Après, c'est un peu compliqué où tu peux voyager. Les deux, mais... Ouais, mais tous les besoins ne peuvent pas être nourris par une seule personne, ça c'est tout à fait normal. Ensuite, la question que tu te poses, pour autant, est-ce que tu as besoin d'avoir 2 petites copines pour faire 10 voyages? Ou effectivement, comme tu le dis si bien, tu peux te prendre une camarade ou un camarade ou des camarades ou de voyager tout seul. Enfin, tu as plein d'options qui s'offrent à toi. Voilà. Il n'y a pas de morale là-dedans. Ce qui pourrait faire souffrir, c'est déjà de croire que tu pourrais avoir tous tes besoins comblés, mais même que tu pourrais voyager 10 fois et que tu ferais 10 voyages merveilleux. Alors déjà, même ça, c'est complètement erroné. À l'idée que je me fasse 10 voyages, mais 10 voyages seraient merveilleux. Avec elle, je peux en faire que 5, c'est moyen. Parce que qui te dit que dans ces 10 voyages, même si tu prends une deuxième camarade de jeu, ça va être merveilleux?
C'est tout. Alors, ça, c'est des idéaux. Hein. C'est l'idéologie de l'abondance. Je peux tout avoir et je veux tout avoir. Et si j'ai mes 10 voyages, je serai 10 fois plus heureux que si j'en fais que 5. Peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non. C'est pas gagné. Hein. Réfléchissez sur cette question de base, hein, qui est la question de je veux toujours plus. Donc j'ai mes 5 voyages avec cette partenaire, j'en veux 10. Bon, elle ne veut pas en faire 10, elle en veut que 5. Donc je suis frustrée à l'idée que je ne peux pas m'en faire mes 10. Qu'est-ce que je fais ? Je renonce à mes 10 voyages ou je veux absolument me faire mes 10 voyages. En étant persuadée, et c'est ça l'idéologie, que mes 10 voyages vont me combler. Mais déjà, est-ce que ceci est vrai ? Parce que quand vous faites des voyages, même avec 2 partenaires, 3 partenaires ou un partenaire, il y a plein de moments qui sont sympas et d'autres qui sont chiants. Alors ça, il faut arrêter de vous raconter des conneries. Mais même tout ça, parce que toute situation présente des avantages et des inconvénients. Donc tu vas me faire un voyage avec 10 voyages, tu vas dire, putain, le 6e, il était complètement nul, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Avec elle, ou même des autres, ou je sais pas quoi. Il y a plein de choses dans l'imaginaire qui vous semblent alléchantes, sur lesquelles vous tapez dans la réalité. Dans le réel, ça va se dégonfler. Ça va être misérable, en fait. Parce que c'est pas ce que parce que l'idéal n'a rien à voir avec le réel. Donc, ouais. Donc, il faut être au clair sur ce qui est important pour soi. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Voilà, la relation affective, la qualité de la relation affective, c'est ça. Un certain mode de vie, etc. Ouais. Oui, c'est ça. C'est globalement, ça c'est tout à fait juste. Le dur. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus essentiel, qui me nourrit le plus, qui vraiment... est-ce que c'est l'affectif, par exemple, dans cette relation avec ce partenaire que tu as choisi ? Est-ce que c'est l'affectif ? Est-ce que c'est la partie intellectuelle ? Est-ce que c'est la partie sexuelle ? Je sais pas. Il y a certainement des points en exergue, tu vois, qui te nourrissent vraiment pleinement. Et ça, déjà, tu peux les identifier et voir qu'il y a plein d'autres choses qui ne seront pas nourries et qui seront peut-être pas forcément mieux nourries avec la deuxième ou peut-être mieux avec la deuxième, mais ça te complique tellement de faire 10 voyages parce qu'après, tu as 10 voyages, mais c'est jamais assez, en fait. Après, c'est 20 voyages. Tu vois, il y a toujours un truc qui n'est pas assez satisfait. Parce que vous êtes sur la question de la satisfaction. Et le problème de chercher de la satisfaction tout le temps crée l'insatisfaction. On le sait, ça a été vu sur les sites de rencontres, par exemple, les gens avec l'histoire de l'abondance, là. Plus tu as de l'abondance opulente sur le marché, tu sais que tu peux en avoir, et celle-là, elle n'est pas assez bonne, tu en as une autre, et encore une autre, et encore une autre. Les gens, ils ne choisissent plus rien parce qu'ils ne savent plus où se mettre, en fait. Il y a tellement de choix qu'ils ne savent plus quoi choisir. Donc, du coup, ils sont insatisfaits permanents. Ça crée une insatisfaction chronique, ce truc de gestion de l'abondance qui est offert par le... Moi, j'aime bien le système capitaliste, hein, c'est parce que c'est libéral, mais la limite du système capitaliste, c'est ça. Il y a tellement d'abondance que tu as tellement de choix que tu ne sais plus quoi choisir et tu ne te positionnes pas et tu es tout le temps frustré. Parce que tu crois qu'il y a toujours mieux ailleurs. Et mieux ailleurs, et mieux ailleurs. Du coup, tu passes ton temps dans une insatisfaction chronique. Donc ça, c'est en sociologie, on va retrouver ça. Eva Illouz, d'autres ont beaucoup parlé sur ces questions d'abondance illimitée, d'illimité. Parce qu'on revient sur ce que tu as dit au tout début, tu l'as dit. Hein. On arrive de l'illimité et on est des êtres limités. Et il y a de la limite partout dans le réel. Et donc, on se tape toujours le problème de la limite. Et ça nous fait suer, en fait. On ne voudrait pas avoir affaire à la limite. On est dans une période où on veut de la satisfaction. Donc on ne voudrait pas cette limite. On ne voudrait pas de limite par un partenaire, par un modèle amoureux, par tout ce que tu veux. Et même si tu choisis, moi je l'ai fait, j'ai choisi un modèle ouvert, tu avais des emmerdements aussi. Tu en as partout, en fait. Après c'est à vous d'évaluer qu'est-ce qui est quand même le plus satisfaisant parmi tout. Tu vois, qu'est-ce qui me comble le plus, voilà. Sans principe et morale, c'est qu'est-ce qui me... Voilà. Globalement, qu'est-ce qui me rend... globalement, qu'est-ce qui me rend le plus joyeux, le plus vivant, qu'est-ce qui me met moins en souffrance, voilà, qu'est-ce qui me fait le plus de bien, en sachant qu'il n'y a pas un machin idéal quelque part qui t'attend. Donc là, je pointe le problème de l'idéologie, en fait. Hein. Un idéal amoureux, que ce soit sur un modèle de couple, ou que ce soit sur un partenaire que tu appelles avec la loi de l'attraction, ton partenaire préféré, c'est pareil, c'est une idéologie.
l'idéal. Vous pouvez avoir des remarques. Sinon, on va continuer la liste des courses de points de souffrance. Ça m'intéresse. Oui, je peux continuer. Ouais, vas-y, continue. La première, c'est la peur de la perte de la relation, Ouais, ou bien la peur de la réduction de la relation, aussi bien en qualité qu'en disponibilité. Alors ça, c'est un point crucial, ouais, c'est souvent fréquent. Pourquoi la plupart des gens, et moi je l'ai fait, se maintiennent dans des relations souffrantes, c'est la peur de perdre. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Hein. Quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre. Donc, et la peur de perdre de la disponibilité et de la qualité, oui, ça veut dire, ça c'est la peur de perdre. Si l'autre disparaît de ma vie, j'imagine que je vais être moins quelque chose. Ça sera moins, quoi. Ou ça peut être l'insécurité. Je me sens en insécurité si l'autre disparaît. Donc là, vous allez visiter. Là, ça vous fait questionner. Ça, c'est la question qu'on fait toujours en thérapie. On dit, imagine le pire. Bon, elle est moins disponible. Ok. Au pire, qu'est-ce qui t'arrive? Au pire, il t'arrive quoi? Au pire, tu passes plus de temps tout seul. Au plus, tu pars, tu as moins de moments, je sais pas, tu as moins de moments avec elle, donc tu te retrouves. En général, c'est la solitude. On va tomber souvent sur la solitude. Hein. Au pire, à part te retrouver seul, je vois pas ce qui peut t'arriver hein. Dans la relation. Donc, c'est perdre quelque chose perdre certaines satisfactions de certains besoins, en fait. Tu avais des besoins qui étaient nourris dans cette relation, et là, tu vas perdre ça. Donc, voilà. Donc, ça te fait travailler sur quelle stratégie je mets en place pour nourrir mes besoins, ou que j'arrête de croire au manque. Ça, c'est plus radical. C'est un autre positionnement. Ça, c'est le positionnement que moi, j'ai décidé dans ma vie, c'est d'arrêter de croire au manque. D'arrêter de croire que tu vas manquer de ça, nanana. On revient sur le problème de la satisfaction. Croire qu'on pourrait être satisfait tout le temps, c'est chiant, ça fait souffrir. À un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on va manquer de ci, de ça, de mi, et de tout et n'importe quoi. C'est un engagement. Hein. Parce que la peur de perdre, elle est là, tu vois, dans ton exemple, c'est à l'idée de manquer dans le futur. Elle sera plus disponible, je vais manquer. Comment je vais faire? Donc, c'est même pas ce qui se passe maintenant, c'est à l'idée que tu vas manquer d'un truc. Et là, tu te prends la tête, hein, tu te fais souffrir maintenant à l'idée du manque dans demain. D'accord? Qui te dit que tu vas manquer demain? T'en sais rien, puisque tu n'es pas à demain. Et le jour où tu es à demain, et que déjà, tu sais que l'autre n'est plus dans le champ, par exemple, elle n'est pas dispo. Bon, elle n'est pas dispo, elle n'est pas dispo. Eh ben, déjà, tu l'as anticipé qu'elle ne sera pas dispo. Soit tu te sens responsable de toi pour dire je vais manquer de randonnée, de je sais pas quoi, d'échange, de parler, de complicité. Tu vas t'arranger pour avoir de la complicité ailleurs, ou tu vas gérer la frustration. Je suis d'accord de ne pas avoir d'échange avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre, pas de remplaçante. Voilà. Tu peux être d'accord pour arrêter de croire que tu vas manquer. Même si tu n'as pas de remplaçant 1, remplaçant 2, de groupe, d'échange avec quiconque, à un moment donné, il faut arrêter de croire au manque. Quoi. Mais est-ce que cette... Tu n'as pas le micro? Ah, j'ai pas le micro. Mais si, j'ai le tien. Ah oui, tu as le mien. Bah oui, j'ai le tien. Ah, Est-ce que ça, c'est pas entretenu par le fait que le manque, que de la croyance que le manque est aussi une preuve d'amour, au sens où je manque, donc je l'aime. Donc si je l'aime, c'est une bonne chose. Donc de manquer est une bonne chose. Et Si, c'est vrai. Ça, c'est vrai que tu en parles, c'est bien, parce que ça, c'est l'état amoureux. L'état amoureux est obstrué par le manque. Si je manque de la personne, si je me sens en manque, c'est que je suis amoureux. Voilà. Amoureux où il y a le problème de la sécurité qui peut arriver. Je manque à l'idée que je vais perdre mon doudou de sécurité. Ça, c'est un autre truc aussi. C'est deux trucs classiques, en fait. Hein. Mon pilier de sécurité va s'en aller, ou je vais manquer d'état amoureux. Bon, ouais, deux classiques. Donc oui, effectivement. Ouais. Mais, à un moment donné, ça peut s'arrêter. Hein. Vous pouvez décider volontairement, consciemment, d'arrêter de croire ou d'alimenter ce manque. D'alimenter cette idée du manque. Je vais manquer. Et je ne supporte pas à l'idée de manquer. Et que le manque est une preuve d'amour. Et que le manque est une preuve d'amour, et que pour être amoureux, il faut manquer, et que c'est bien de manquer, et que...
Oh là, la prise de tête. Des fois, c'est ça, hein, c'est vraiment se prendre la tête. Alors, ça fait 10 fois plus souffrir ce truc-là que vraiment le contact au réel qui est, je décide de voir ce qui se passe si je manque. Est-ce que c'est vraiment vrai que je vais manquer? Non, je vais manquer quand j'alimente l'idée du manque. Alors ça, vous allez manquer, ouais. Vous manquez quoi? Vous manquez vous-même. Il m'abandonne, je m'abandonne. N'oubliez jamais cette phrase. Il me manque, je me manque. Je manque, je me manque. Je manque de ce qui se passe ici. Je ne suis pas disponible là. Je manque de passer à côté de tout, puisque je crois au manque. Donc je crois au manque, j'adhère au manque. Vous avez compris le truc? Je m'accroche à l'idée du manque. Donc je manque. Alors ça, vous êtes sûr que vous... c'est prophétie d'autoréalisation. Quand je crois que je manque, je manque. Et vous allez vérifier, vous n'allez pas arrêter de pleurer. Alors, allô la copine, je manque de ça, de ci, de mi, il n'y a plus personne pour me parler, j'ai plus mon doudou, mais comment je fais? C'est dramatique, ma vie est dramatique. Alors là, vous êtes plombé, là, parce que vous y croyez vraiment. Et pendant ce temps-là, la vie passe. Pendant ce temps-là, vous n'êtes pas disponible à qu'est-ce qui peut arriver dans votre champ, vous pleurez sur votre sœur, en fait. C'est le jeu de la victime malheureuse. Et le problème, vous avez compris, hein, c'est l'idée du manque, qui est une pensée. Oui, Véronique, ce que tu dis me fait penser à la chose suivante. Si on a tant de stratégies pour ne pas manquer, parce qu'effectivement, on est globalement dans un monde d'abondance où on peut trouver plein de choses à faire très intéressantes, la question qui me vient, mais c'est quel est l'intérêt de ce partenaire non, il n'y en a pas exclusif. Des fois, alors, ou ça, pas exclusif d'ailleurs, mais d'un partenaire. Oui, mais c'est tout à fait juste. Là, tu pointes la question du couple même. Est-ce que c'est intéressant d'être en couple? Oui, ça peut être intéressant, mais pas à n'importe quel prix, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise aussi que le couple c'est niais et que c'est neuneux et que c'est. Non, c'est pas l'idée du neuneux, mais c'est l'idée de l'utile. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à faire, pour moi en tout cas, à ramener, à goûter encore plus de joie, de complicité, de tendresse, de contact, de toucher. Ça peut amener du bon, voilà. Mais déjà, il faudrait qu'il y a... Voilà. Et puis, effectivement, la première option pour gagner en autonomie, c'est d'augmenter les stratégies qui vont t'amener à te responsabiliser pour nourrir les mêmes besoins de tendresse, de complicité, d'activité, de partage, enfin tout ça, de sexualité, tout ce que tu veux. Ça, c'est la première idée, la première direction, c'est trouver d'autres stratégies pour nourrir les mêmes besoins que dans le couple. Deuxième direction, c'est celle que je pointe maintenant, parce que la notion des stratégies, quand vous le faites, ça marche. Hein. Quand vous dites « j'arrête de croire qu'il me faut absolument un couple pour vivre de la tendresse », vous vous débrouillez, vous allez en trouver ailleurs de la tendresse. C'est juste que vous n'avez pas l'idée, vous êtes bloqué sur « il me faut telle personne, point barre ». Bon, et quand vous commencez à comprendre qu'en élargissant les stratégies, ça va tout de suite mieux, vous le faites et ça marche. Maintenant, ça ne réglera pas le problème du manque. Parce que ça veut dire qu'il faut toujours une stratégie diverse et variée pour trouver de la tendresse, par exemple. On est sur la tendresse. Mais si toutes tes stratégies ne marchent pas, je sais pas, tu es dans un week-end, tu n'as pas tes potes pour te prendre dans les bras, tu ne peux pas aller te faire masser parce que la masseuse n'est pas là, il n'y a personne, tu appelles plein de copains, copines, ils ne sont pas là. Donc il n'y a rien, toutes tes stratégies sont défectueuses. Tu fais quoi? Tu es dans la merde. Et bien là, au lieu de te prendre la tête, tu arrêtes de croire à l'idée du manque. Donc tu arrêtes de te dire qu'il faut absolument que ces besoins soient nourris. Le besoin de tendresse n'est pas nourri, je suis vraiment cuit, je suis mal, qu'est-ce que je fais? On le dit partout, il faut qu'il y ait de la tendresse, sans tendresse je suis mort, je ne vais pas survivre à ça. Non, mais il faut arrêter à un moment donné avec ça. Il faut arrêter de vous raconter des histoires, parce que ce n'est pas vrai. Il peut y avoir des moments temporaires, vous n'avez pas de tendresse, vous n'en mourrez pas. Vous n'avez pas de sexualité, vous n'en mourrez pas. Vous n'avez pas de complicité, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de partenaire pour échanger avec vous, vous n'en mourrez pas. Et ça peut être même joyeux, parce que le moment où vous arrêtez de croire que vous manquez, mais la vie devient légère et joyeuse à l'endroit où ça se trouve maintenant. C'est-à-dire ça vous oblige à être beaucoup plus dans ce que Nietzsche appelait l'amor fati, aimer ce qui est. Aimer ce qui est maintenant. Au lieu de vouloir autre chose que ce qui n'est pas, qui devrait être, qui ferait que votre vie serait belle. Que ce soit sur la tendresse, que ce soit sur... et de garder l'espoir, parce que l'espoir ne fait pas vivre. Ça serait mieux si. Je vous rappelle, la dépression, les états dépressifs se nourrissent de ça. Du décalage entre l'idéal et le réel. Donc l'idée du manque fait souffrir. Et
l'origine, la source, c'est la satisfaction. Je crois que je peux être satisfait, je crois que je dois être satisfait, toujours plus, toujours plus. La question qui n'est pas souvent soulevée, qui est mes besoins doivent être satisfaits. Ça, c'est un point qu'on ne soulève pas souvent. C'est légitime, mes besoins doivent être satisfaits. Je dois me démerder pour satisfaire mes besoins. Mais à un moment donné, même ça, remettez ça en question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont vraiment des besoins? Est-ce que vous pouvez pas temporairement vous en passer? Temporairement. Par exemple, bon, après, c'est toute une question d'équilibre. Bon, par exemple, tu n'as pas de tendresse pendant, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois, machin. Bon, tu vas te débrouiller avec ça. À un moment donné, tu vas dire, oh, bah, je vais appeler un de mes enfants, un de mes aïeux. Bon, tu vas trouver une idée. Mais ça ne sera peut-être pas à la hauteur de tes attentes, mais tu vas gérer la pénurie parce que tu sais que tu ne vas pas l'alimenter, en fait, cette pénurie. En te disant, je suis en pénurie, je suis frustrée, je ne dois pas rester frustrée. Oh mon Dieu, comment... Et les autres sont tellement mieux, et tu te compares, et eux, ils s'éclatent, et pas moi. Enfin, tout le tralala, quoi. À un moment donné, comment se faire souffrir en des leçons, tu te fais ça. C'est tout un programme. Ah bah, c'est un programme qui est plus courageux que de continuer de te dire oui, c'est plus courageux, parce que c'est plus audacieux. Parce que ça te fait travailler sur la limite, en fait. Voilà. Et la limite, c'est chiant. La limite, on n'a pas envie de limite. On a envie d'avoir de la satisfaction. Mais c'est intéressant. Hein. À un moment donné, la souffrance, elle prend sa source dans la non-limite, dans l'envie de la non-limite. De la même manière, hein, comme la toute-puissance. C'est une forme de toute-puissance. Cette histoire de j'accepte pas la limite, je veux pas de limite. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre en pénurie. Si vous avez des stratégies, utilisez-les. Mais à un moment donné, regardez comment ça vous empêche d'aimer ce qui est disponible dans l'instant. Ouais, vas-y. Oui, c'est juste sur le mot manque, parce que des fois, objectivement, on manque de choses. Pour moi, je fais la différence avec le fait de ressentir le manque. Et ce que je comprends, c'est qu'il faut accepter l'absence. Ouais. Moi, je ressens ça plus comme une acceptation d'une absence à combler. Enfin, à combler. Encore, le mot combler, peut-être pas le mot. C'est souvent parce qu'on peut parler de vide à combler. Souvent, le mot vide, il apparaît. Et je trouve que c'est plus dans l'acceptation de ce vide, en fait. C'est ça. C'est ça. Parce que le manque peut exister objectivement. Mais le manque, tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Il y en a qui vont mettre des comportements alimentaires, qui vont manger, d'autres qui... Les addictions, elles prennent leur source aussi là-dessus. Ouais. Parce que souvent, ce manque, il est vécu comme intolérable. C'est des moments de creux, tu vois, des moments, mais il y en a même pour ceux qui vont plutôt bien. Moi, je me sens plutôt bien en ce moment. Dans la journée, j'ai des petits moments de creux comme ça, tu vois, où je me dis, ah ouais, entre deux, j'ai envie d'aller manger un truc, ou je sais pas. Ça, c'est normal, c'est ce qu'on appelle le vide existentiel. Donc ça, tu auras toujours affaire à ça. C'est pas un truc qui va s'échapper. Hein. Ça fait partie de la condition humaine. Et ma foi, il y a quelque chose à apprivoiser, et à mettre ton attention peut-être sur... ok, je sens ce manque. Des fois, alors quand c'est intolérable, là, faut travailler sur les stratégies pour nourrir les besoins. Parce que tu peux rien faire. Mais quand c'est pas intolérable, quand c'est un manque qui est inconfortable, mais pas intolérable, là, vous pouvez gérer. Vous pouvez travailler sur l'acceptation, c'est-à-dire, c'est ok, c'est inconfortable, mais ça va passer. Je ne vais pas tout de suite me raconter l'idée du manque, j'ai pas le partenaire qu'il me faut, nanana, et l'autre elle l'a, et pas moi. Et parce que là, vous aggravez votre cas. Tandis que vous savez que la souffrance et l'inconfortable fait partie de la vie, vous ne pouvez pas avoir que du bon. Donc c'est normal de visiter des moments inconfortables, et notamment ici liés au sentiment du manque, mais ça reste gérable. Et vous pouvez traverser, d'accord ? Si vous êtes dans un débordement du manque, c'est-à-dire c'est insoutenable, ça peut arriver, hein, à ce moment-là, du point de vue de la régulation du système nerveux, il faut juste que vous trouviez une personne à qui vous pouvez causer
soit au téléphone, ou vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Hein. Si vous ne trouvez pas, ça peut être SOS Amitié, où vous pouvez décharger le trop-plein émotionnel, ou le trop-plein, souvent c'est émotionnel, de ce passage intolérable, qui est un moment comme ça. Un moment de crise, un moment de débordement, un moment de panique, un moment voilà. C'est des moments de débordement, d'accord, où c'est pas gérable. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'engagement social, c'est-à-dire le fait de trouver une personne qui va juste être une présence pour vous, qui ne va pas vous donner des conseils, hein, parce que donner des conseils, en général, ça ne sert à rien. C'est juste quelqu'un qui fait acte de contenant. Hein. On dit le contenant pour le bébé, hein, c'est le contenant. Donc, contenir, c'est vraiment donner une présence accueillante, non jugeante, pour vous permettre de décharger le trop-plein de votre système nerveux. C'est simplement une décharge. Alors, vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez vous lamenter, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que le fait de trouver une écoute comme ça, enfin une présence, ça permet au système de se réguler et de pouvoir gérer cette crise de débordement. Et donc de passer à autre chose. Après la pluie, le beau temps. Mais quand c'est gérable, vous allez apprendre à le faire tout seul. D'accord ? Donc vous allez vivre des moments inconfortables, mais ça traverse. Et plus ça traverse, plus vous trouvez des appuis en vous pour traverser. Magnifique. Et quand c'est pas possible, ça va être l'engagement social. Non ? Donc c'est le lien avec... d'où l'intérêt d'avoir des personnes ressources autour de vous, de faire une liste de personnes ressources ou soutien, des gens que vous pouvez contacter quand vous allez très mal ou quand voilà, qui vous écoutent, et réciproquement, quand elles vont mal, elles peuvent vous téléphoner. En général, ça dure quoi, 20 minutes, hein, vous n'avez pas besoin de passer 3 heures avec la personne, c'est juste un temps de décharge. Et c'est important de le savoir, parce que sinon vous allez croire qu'il vous manque Bibi, c'est pas Bibi qui vous manque, en réalité c'est la capacité de traverser ces espaces de manque ou qui renvoient à des mémoires de vide insoutenable quand vous étiez petit, en fait, ou de solitude, en fait, insoutenable. Donc, pour pouvoir les traverser, ben voilà, c'est bien d'avoir des personnes ressources. Mais vous voyez que c'est erroné l'idée que le partenaire suivant sera le meilleur pour gérer cette affaire. Ça va vous coller un système de dépendance. Vous serez toujours dépendant de votre partenaire X pour gérer le vide. Ça ne se résout pas comme ça, l'équation là. Ouais, vous avez d'autres... la liste de courses, là, ça m'intéresse. Ouais, vas-y, fais passer le micro. La liste des points de souffrance. Écrire, ça peut fonctionner aussi. Ouais, écrire, ça aide. Parce que, alors, qu'est-ce que tu fais quand tu écris ? Tu décharges. C'est un système de décharge. J'envoie un petit WhatsApp, même si l'autre ne m'écoute pas, en fait, j'envoie un petit WhatsApp. Écrire, parler, voilà, oui, mais en fait, tu vois, tu te décharges. Ou tu écris ton journal. On sait que c'est des systèmes de décharge, tu vois, ça permet de décharger. Des fois, ça suffit, quoi, pour pouvoir passer à autre chose. Alors moi, j'ai noté débordement émotionnel. Bah oui. Donc chez l'autre. Hein. Ah, quand l'autre déborde émotionnellement oui. Sur toi, pendant que tu es en face à face. Voilà, ça c'est mon truc, hein, mais voilà. J'ai noté aussi, le rejet, ça a été dit, enfin la perte, possession, jalousie. Donc ça a été évoqué. Ouais, je voudrais revenir sur le point qui est quand l'autre déborde émotionnellement. Alors, deux choses une. Soit tu peux jouer le mec stable en face. C'est-à-dire, c'est OK pour toi parce que tu as les moyens de ne pas être déstabilisé par quelqu'un qui déborde émotionnellement. Parce que ça ne te rappelle rien, il n'y a pas de réactivité chez toi, parce que ça ne touche pas sur tes propres blessures. Donc, tu ne prends pas plus en charge que ça, tu laisses l'autre faire sa décharge. Ça peut être la colère, ça peut être des cris hystériques, ça peut être des pleurs, ça peut être de la peur, ça peut être n'importe quoi. Si toi, ça ne résonne pas sur ton histoire, tu peux rester stable. Et ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens qui ont des histoires qui résonnent avec celles de l'autre, donc ils ne peuvent pas rester stables en face. Alors déjà, quand il y a des débordements émotionnels en face, c'est qu'il y a eu du stockage chez l'autre.
Donc c'est important d'apprendre à... Ça, c'est un travail d'hygiène de régulation émotionnelle, hein, d'apprendre à déstocker au fur et à mesure, plutôt que de déstocker trop d'un coup. Donc ça veut dire qu'en clair, il y a trop de stress dans l'organisme de la personne qui déborde. Regardez, quand vous débordez, c'est qu'il y a un stress accumulé. Dans l'organisme, ça fait trop, c'est too much, donc ça déborde. Donc déjà, il y a à apprendre à gérer, à réguler, à déstocker, à réguler, à décharger, à trouver des manières. Vous pouvez, dans votre voiture, crier des bons coups, enfin taper sur des coussins, faites des trucs pour décharger, ou le sport. Enfin, apprenez à décharger au fur et à mesure, plutôt que de créer des débordements d'un coup, ça explose, quoi, ça implose. Alors ça, c'est petit. Quand toi, tu reçois le débordement, parce que tu es en face, tu passes par là, puis que c'est ton partenaire, et puis qu'en plus, tu es la cible, c'est toi qui prends, tu es concerné. Soit tu peux rester stable en étant pas si concerné que ça, parce que finalement, elle parle de toi, mais on parle de son histoire. Soit tu peux pas, et tu peux aussi mettre un stop en disant c'est OK de pas... Tu vois, qu'on reparlera de tout ça à froid, ou là, c'est pas le moment, tu as besoin d'aller faire un tour. Tu peux aussi mettre un stop, tu n'es pas obligé de rester scotché à prendre l'espace, tu vois, à t'imbiber de l'espace émotionnel pour toi, parce que c'est ta limite, tu vois. Mais c'est pas contre elle, c'est parce que tu n'as plus les moyens de recevoir son débordement émotionnel. Donc c'est important de vous scanner, de vous écouter, d'évaluer si vous avez les moyens de gérer ou pas, à ce moment-là. Sinon, vous mettez un stop à l'entretien, enfin, ou face à face. Le problème de ces histoires conflictuelles ou de ces débordements, dans les histoires d'amour, c'est que, dans les couples, c'est que les gens s'alimentent, en fait. Tu vois, ils n'arrivent pas, c'est j'ai raison, t'as tort, et ils n'arrivent pas à s'arrêter. Tu vois, ils disent, mais non, je vais surenchérir, je vais me justifier, et vous vous prenez la tête, en fait, ça ne s'arrête plus. Au lieu de voir, bon, moi, ça me fatigue trop, quoi. Cet entretien, il mène à rien. Donc je vais l'arrêter, on va l'arrêter. Ça ne sert à rien de continuer à surréagir en mode j'ai raison, t'as tort, parce que je ne peux pas m'empêcher de te prouver que t'as tort et que je veux me justifier. Parce qu'à un moment donné, ça part en cacahuète, en fait. Et puis ça ne règle rien du tout. Donc ça, c'est assez malsain. Observez, restez plutôt témoin de la partie de vous qui veut contrôler et qui veut surenchérir, plutôt que de dire on arrête cet entretien, on reprendra plus tard, j'ai besoin d'aller faire un tour avec mon chien pour aller me prendre l'air, enfin, je sais pas, tu vois. Un truc où tu sens que c'est malsain, mais tu continues quand même. Parce que le j'ai raison, t'as tort, il est souvent plus puissant que le besoin de se poser, en fait. Hein. Ça peut être très nourri par la peur de perdre la relation. Tu vois, si j'arrête le lien à ce moment-là, j'ai peur que l'autre se fâche, ou j'ai peur de le perdre, ou j'ai peur de le mécontenter, ou tu vois. La peur de perdre, elle peut être derrière le fait d'arrêter cet entretien qui déconne, en fait. Mais tu peux avoir aussi un grand sentiment d'incompréhension. Oui. L'autre qu'il te renvoie, je me sens pas compris. Je me sens pas compris. Mais c'est complètement vrai. Alors, oui, tu as raison. Dans je me sens pas compris, et j'ai besoin de lui faire comprendre. À un moment donné, tu vois que de toute façon, l'autre n'est pas en mesure. L'autre n'est pas en mesure. Pas en mesure du tout. Toi non plus d'ailleurs. C'est des discussions vaines. Donc prenez conscience de ça, observez, c'est vain. Je me sens pas compris, et c'est OK. Pour l'instant, c'est OK. Parce que c'est pas alors là, on est sur la communication. C'est pas la communication adéquate pour me faire comprendre. Pas cette communication où on est du tac au tac. Donc, il faut que l'objectif de me faire comprendre lâche. Que ce ne soit pas si grave que ça. C'est OK que maintenant, elle ne me comprenne pas. Et tout en restant dans le lien, en fait. Hein, oui et non, parce qu'à un moment donné, non, ça peut être... On arrête cet entretien qui est vain. Ça peut... oui, rester dans le lien. Oui, tu ajournes. On peut juger l'autre, en fait. Oui. Juger l'autre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Tu restes dans le lien, tu retourneras dans le lien. Fuir, se barrer, en fait. Oui, il y a des gens qui donnent plus signe de vie pendant 2, 3, 4 jours, comme ça c'est très malsain aussi. L'invitation, c'est de rester dans le lien, de donner des news et de gérer, de réguler votre système nerveux. Mais de donner des news. Là, en ce moment, on est à bout, cette communication est malsaine, en fait. On voit qu'on est dans
dans un géraison-t'as tort ou dans un conflit, et c'est vain. Mais par contre, l'intention de chaque partenaire, et ça c'est un engagement dans votre contrat couple, si vous êtes en couple, c'est de rester dans le lien quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on va remettre de la parole après, quand ce sera redescendu. Donc on ne fait pas des mouvements de fuite qui sont des mouvements d'évitement, d'anticipation, que l'autre est tellement nul qu'il ne te comprend tellement pas, que ça fait 10 fois que tu dis la même chose, qu'il ne comprend toujours rien, que mieux vaut te barrer directement, et ce pour toujours. Donc couper le lien. Ça c'est malsain, ça pourrait être le truc d'Alina, ça, tu vois. C'est aussi ce truc-là qui est violent, qui est je suis persuadée que de toute façon c'est inutile, il ne me comprendra jamais, donc autant larguer le bébé avec l'eau du vin. Non, pas tout de suite. Parce que dans des moments très conflictuels comme ça, l'autre ne peut pas te comprendre. Donc il va falloir travailler sur la com pour communiquer autrement, pour se faire comprendre. Oui, tu veux le... Oui, je me demandais comment tu fais la différence entre dans ce cas précis, entre la souffrance inutile, entre la souffrance effectivement momentanée qu'il faut ajourner et puis reprendre le lien plus tard, et la souffrance inutile dont on parlait tout à l'heure, rester dans une relation souffrante. Je ne suis pas claire. Ah oui, alors, tu as raison de poser cette question. Si c'est un moment comme ça, où il y a des moments conflictuels, où vraiment tu vois que tu ne te fais pas entendre et comprendre, bon, ok. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut larguer tout de suite. Maintenant, il y a des moyens de communiquer à froid, sans émotionnel, où chacun, par exemple, va vraiment parler de lui, de ses attentes, par exemple. Qu'est-ce que j'attends de la relation? Qu'est-ce que toi, tu attends? Un tour de rôle, tu vois, par exemple. Vous allez brainstormer, par exemple, d'abord sur chacun de votre côté. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que tu attends? Mais ça, c'est à froid. Et que vous allez pouvoir discuter sur est-ce qu'il y a des valeurs compatibles? Est-ce que mes attentes... C'est souvent sur les valeurs que ça va choper. Par exemple, moi j'ai besoin dans cette période de ma vie de sécurité, toi tu as plus besoin d'exploration, donc nos valeurs ne sont pas compatibles par exemple. Ou j'ai besoin qu'on partage des activités, des voyages ensemble, toi ça ne te branche pas. Bon, est-ce que c'est si important que ça ou pas? Est-ce que c'est compatible ou pas? Ben voilà, donc on va voir sur est-ce que mes attentes et notamment celles qui sont vraiment essentielles pour moi, les fondamentaux, peuvent être couverts par l'autre ou pas. Donc là, ça va être vraiment, après ce type de discussion, qu'on va voir si ça vaut la peine de rester ensemble ou pas. Et ça peut être aussi sur la communication. Moi, j'aime communiquer, je le vois des fois. Tu peux avoir un des deux partenaires qui aime bien s'intéresser à la communication et qui investirait dans des communications... comme la communication non violente, ou tu vois, investir à deux la communication, et l'autre, c'est pas sa valeur, ça l'intéresse pas. Il veut faire une maison, il veut faire, je sais pas quoi, des bébés, il veut faire ce qu'il veut, quoi, bref, ou elle veut faire ce qu'elle veut. Et donc, du coup, on n'est pas sur les mêmes valeurs. Moi, je m'intéresse à la com, toi, tu t'intéresses à bâtir, par exemple, tu vois. Donc, les valeurs, on n'a pas les mêmes attentes. Elles sont tellement différentes, nos attentes, qu'on n'arrive plus à se rejoindre. On peut pas, et on ne se rejoindra pas. Donc là, ça te donne un indicateur que peut-être on n'est pas fait pour rester ensemble. Mais ça ne peut pas se faire à chaud, hein. Parce que dans les moments de conflit, c'est émotionnel. Donc dans les débordements émotionnels, on n'y voit pas clair du tout. C'est complètement confus, là, hein. Il faut se poser pour réfléchir, analyser, traiter, tu vois. Et ça peut être fait que sur la base d'un volontariat. On va mettre les choses à plat, on va parler de nos objectifs de couple, de nos attentes, de nos valeurs aussi, tu vois. Et voir s'il y a quelque chose de compatible, en étant d'accord que tu seras frustré, qu'il y aura des points sur lesquels peut-être l'essentiel, par exemple la com, ça va être nourri, mais qu'il y aura d'autres points qui ne seront pas satisfaisants par ce partenaire, puisqu'un partenaire est limité. Toi, tu le limites, il te limite. Donc l'aventure du couple durable va être d'accord sur le principe de la limite, dans ce qui n'est pas fondamental.
Par exemple, si la com, on reprend l'exemple de la com c'est un essentiel pour moi et que l'autre est branché sur la com, ok, c'est notre essentiel et on est câblé sur la com. Donc il y aura d'autres points, je sais par avance, dans la longévité du couple, qui seront insatisfaisants. Mais par contre, on se rejoint sur la com, on est cimenté par la com. Ou ça peut être la sexualité, ou ça peut être le partage d'une activité, ou un projet qu'on a en commun, un projet boulot, ou un projet voyage, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Mais on sait qu'on sera frustré sur d'autres points. Hein, ça, c'est inévitable, inéluctable. Mais est-ce que les autres points sont moins graves que globalement, moins grave, c'est-à-dire que globalement, vous y trouvez quand même votre compte dans cette relation. Donc pour les points de frustration, ça vous oblige à vous prendre la responsabilité sur vous, de répondre à ces besoins ou de lâcher l'idée du manque. Voilà, vous serez frustré et c'est pas si grave. Parce qu'il n'y a pas de drame dans la frustration non plus, sauf si on en fait un drame. Oui, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui voulait parler. Voilà. Exactement. Alors, moi, c'était... Alors, il y a deux choses qui ont pas mal été dites, notamment le silence en réponse à une question. Parce que moi, c'est quelque chose que je vis assez mal. Tu poses une question, il ne répond pas, il reste en silence, c'est ça? Oui, moi, je demande, par exemple, mais qu'est-ce que tu attends de la relation? Et de l'autre côté, la personne change de sujet. Ah, c'est fou, ça. Et toi, tu fais quoi à ce moment-là? Tu dis quoi? Eh ben moi, j'essaye de revenir, et puis au bout d'un moment, c'est tu me saoules, et ça raccroche. Donc, bon, maintenant, j'ai dépassé ça, mais... Non, mais c'est important, parce que moi, je ferais pareil. Je dirais, mais tu réponds pas à ma question. Oui. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Et à la fin, il te dit, tu me saoules. Voilà. Donc, moi, c'est la peur, en fait, c'est la peur du mensonge, la peur d'être manipulé. Moi, c'est ça que ça génère chez moi, et donc le doute par rapport à la relation, quoi. Et ça me fait beaucoup. Et quel rapport encore? S'il répond pas à la question, c'est quoi tes attentes? En quoi tu te fais manipuler? Il a du mal à exprimer ses attentes. J'ai peur qu'il se serve de la relation pour un autre but que moi, le but que j'envisage, quoi, en fait. Mais il n'a toujours pas répondu à qu'est-ce qu'il attend du couple. Depuis, oui. Si tu veux, ce jour-là, non. Oui, il y a des moments où peut-être ça lui a mis la pression que je ne sais pas pourquoi à ce moment-là il n'était pas prêt, il n'était pas mûr, c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il a vécu comme une critique. C'est vrai que quand c'est fait à froid, ce travail sur les attentes, c'est mieux. En disant ouais, puisqu'on est dans une relation de couple ensemble qui démarre par exemple, ça vaut la peine de faire un petit travail sur les attentes. C'est ce qu'on a fait après. Ben voilà. Mais et alors une autre chose, c'est alors, la croyance, c'est je crois que l'amour ne peut pas durer longtemps. Enfin, longtemps, c'est une croyance à plusieurs toi? Dizaines d'années, quoi. Voilà. C'est une croyance que tu as? Que j'ai tendance à s'en aller maintenant, mais effectivement, je l'ai eu très très longtemps, d'où mes couples à répétition, quoi. Ben oui, parce qu'on vérifie nos systèmes de croyances. Donc si tu es persuadé, en plus avec la stratégie adoptée qui est je rejette avant que ça se termine mal pour moi, je coupe avant d'être rejeté, ben forcément tu fais des relations plus courtes. Voilà. Donc ça c'est intéressant de voir toutes les pensées contre-productives. Quand je suis persuadée que je ne peux pas faire durer une relation, bah, je vais m'arranger pour ne pas la faire durer quelque part. Je vais m'organiser pour que ça se passe comme ça. Quand je suis persuadée que je ne peux pas gérer la solitude, je ne vais pas gérer la solitude, parce que je suis persuadée que c'est comme ça, et donc je vais pas apprivoiser la solitude. Je vais m'effrayer toute seule. Quand je suis persuadée que je ne peux pas être frustrée, que la satisfaction, c'est ce qu'il y a de plus important sur Terre, et que j'ai le droit d'être satisfait, et que j'ai pas le droit personne ne va m'empêcher de renoncer à quelque chose ou m'interdire quelque chose, ben, je vais être dans la merde parce que à vouloir tout avoir, je vais avoir rien du tout. Je vais finir par être en galère totale. C'est toujours les belles intentions. Hein. Quand j'ai peur de l'engagement, ce qui est contre-productif, j'ai tellement peur de ne pas m'engager que je vais finir par souffrir du non-engagement partout. À chaque fois, c'est toujours c'est l'inverse. Quand j'ai peur de le perdre, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Je finis par me perdre, je finis par le perdre, je finis par tout perdre, etc. etc. J'avais pas terminé.
bouquin. Non, il y avait la jalousie pour moi. Ah oui, la jalousie, c'est oui, un sujet, ça. C'est un vrai sujet, ça. Ah, un vrai sujet. Ouais. Ouais, quand j'ai... Alors là, on pourrait le dire comme ça. Tu dirais quoi? Quand j'ai peur que l'autre me... Parce que la jalousie, c'est l'autre... je vais pas assez compter pour l'autre. Oui, ça. Alors, ça peut être aussi en réaction à une souffrance d'abandon. Oui, la peur de perdre. La peur de perdre. Bah, oui, il va voir une autre et donc il va préférer l'autre. Il va finir par me lâcher la main. J'ai pas compris si c'est la jalousie de l'autre. La jalousie de l'autre. Ah, c'est pas la tienne, c'est non, celle de l'autre. L'autre est jaloux. Non, j'avais pensé l'inverse. Donc elle est jalouse à l'idée de me perdre. C'est ça. Ouais. Et donc, oui, alors ça, on en a parlé l'autre jour, là, dans des trucs d'auto-sabotage, stratégie d'auto-sabotage. On disait, oui, à force d'imaginer le pire, soit ça finit par arriver, soit ça met tellement la pression à l'autre, le fait d'être contrôlé. Je te fais pas confiance, je t'en fais pas. Moi, j'ai le cas d'un couple en thérapie que j'ai vu il y a 2 jours là-dessus. Il n'en pouvait plus, le mec. Il a dit, je vais sortir du couple parce que elle veut tout le temps vérifier dans mon téléphone, ou pas que dans mon téléphone, que je mens pas, que je dis pas de conneries, que cette fois-ci c'est bon parce qu'il a été infidèle. Mais si tu veux, il décide, il y a le passé et le présent et le futur. Si tu veux, quand tu décides d'être exclusif après avoir été infidèle, c'est que tu as de bonnes raisons pour le faire. Alors je lui dis à la fille, écoute maintenant, si vous mettez un contrat d'exclusivité entre vous, c'est des règles du jeu que vous avez signées tous les deux, sur lesquelles vous vous engagez. D'abord, est-ce que vous êtes tous les deux d'accord pour signer un contrat d'exclusivité, que ce soit temporaire ou pas, mais pour l'instant c'est comme ça, c'est pour apaiser la crise, parce que vous souhaitez repartir ensemble. Donc il y a un contrat d'exclusivité qui fait foi. Donc ce contrat qui est signé par les deux, il n'y a aucune raison normalement que le contrat soit trahi, puisque vous êtes engagés. À quoi ça sert? Sinon, je lui dis, mais à quoi ça sert qu'il signe un contrat si les règles du jeu ne sont pas respectées? Autant ne rien signer du tout. Donc, soit vous signez un contrat et vous y tenez à ces règles, soit vous ne signez pas de contrat parce qu'il n'y a pas de règles. Donc là, tu as de bonnes raisons pour être contrôlante. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Parce que sinon, il n'y aura jamais la confiance. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des infidélités dans le passé que les choses ne peuvent pas changer. Mais si elle passe son temps à l'emmerder en mode je te contrôle et je te contrôlerai parce que je veux que tu sois authentique, parce que je suis sûre que tu ne vas pas respecter le contrat, bon, à un moment, on est mal barré, quoi. Ça va jamais. L'autre, à force de lui mettre une pression, il va se barrer, le mec. Et il m'a dit j'en peux plus. Donc, la seule manière de gérer le problème ici, c'est, pour reprendre confiance, c'est de signer un contrat sur lequel vous engagez et vous faites confiance au contrat, quoi. Sinon, on met pas de règles. Pareil pour la com, par exemple. Ça peut être, on va faire de la com, c'est une règle du jeu. C'est notre contrat couple, on va communiquer. Et on s'engage à pas couper le lien, à communiquer. Ça peut être une règle, tu vois. Coûte que coûte, même quand ça va mal, on communique. C'est une règle. J'ai un autre exemple. Pareil, faire l'amour. On s'engage à faire l'amour, même si ça va mal. On en discute, on trouve des thérapeutes, on fait ce qu'on veut, mais voilà, ça peut être des règles du jeu de fonctionnement qui fait qu'on a mis ce contrat ensemble. Il n'y a pas de raison qu'on fasse sauter les règles. On en discute, on s'engage. Bon, là, ça peut être aussi le besoin chez l'autre d'être assuré dans la relation. Oui, pas carrément. Alors, est-ce qu'on va le faire ou pas, en fait? Mais normalement, tu n'as pas besoin d'être rassuré 107 ans. Mais je t'avais dit, moi, à un moment donné, quand le contrat, si vous avez signé un contrat d'exclusivité, il n'y a pas besoin de rassurer toutes les 10 minutes. C'est les règles du jeu. Donc on ne trahit pas, c'est comme tu ne trahis pas le règle. La jalousie peut être hyper incontrôlée, en fait. Normalement, non. Réfléchis 2 minutes. S'il y a des règles, on ne pénètre pas partout à droite à gauche. On a le droit d'embrasser. Ce que je dis souvent, les règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement, les règles mais sur lesquelles ça. Imagine, tu es dans la police, tu dis on met des règles du jeu, mais on s'en fout, on les respecte pas, mais c'est le bordel. Mais c'est la même chose. On met des règles du jeu, par exemple, on n'a pas le droit de se faire pénétrer par les autres, d'accord? Ni dans les oreilles, et ni dans le nez, et ni sexuellement. Par contre, on a le droit de serrer la main
aux garçons et aux filles du sexe opposé. Bon, ça, c'est autorisé, ça, c'est interdit. Donc, le contrat, il fait foi. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter toutes les 2 minutes. Sinon, ça veut dire que ton contrat, il ne sert à rien. Ça veut dire que tu as fixé des règles du jeu sur lesquelles tu te dis, Bibi, il va mettre le doigt dans l'oreille toutes les 2 minutes alors qu'il a signé. Et donc après, on en revient au mensonge. Moi, je n'ai pas tout de problème de jalousie, hein, mais on en revient à ce qu'on peut accepter, en fait. Je sais pas, si on n'a pas le droit de regarder dans la rue une autre femme, est-ce que moi, je peux accepter ça, quoi? Exactement. Et puis, vous signez pas n'importe quoi. Quand vous signez, on n'a pas le droit de mettre le doigt dans l'oreille, vous signez, vous êtes d'accord que personne ne mettra le doigt dans l'oreille à Bibi à côté. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, et réciproquement. Donc, si vous signez, vous signez. Vous signez pas pour faire plaisir, vous signez parce que vous engagez à respecter cette règle l'un et l'autre. Il faut être lucide sur ses limites. Exactement, il faut être lucide sur ses limites. Parce que, pourquoi vous trahissez un contrat? C'est parce que vous dites n'importe quoi. À un moment donné, vous vous mentez à vous-même. En disant, je vais être exclusif, je ne vais pas pénétrer la voisine d'à côté, mais le jour venu, vous ne pouvez pas vous empêcher de sauter la voisine d'à côté. Mais ça, ou le voisin, mais vous êtes responsable de ne pas vous mettre des limites, quoi. Enfin, de dire n'importe quoi au moment où vous signez. Vous avez le droit de changer d'avis. Mais à ce moment-là, si un contrat est passé, vous revenez sur le contrat. En disant, j'ai changé d'avis, maintenant, ça ne me branche plus, voilà, assumez. Parce qu'il vaut mieux perdre la personne en assumant qui vous êtes, plutôt que de vouloir être parfait en disant, en vous mentant à vous-même et en mentant à l'autre, en disant mais non, moi l'exclusivité ça me va bien, alors que c'est pas votre truc. Vous avez le droit, et prenez le risque de perdre l'autre, c'est pas votre truc. Vous perdrez moins de temps à assumer qui vous êtes si vous n'êtes pas exclusif, qu'à vous emmerder la vie avec un partenaire qui vous plaît aussi, parce que je comprends que vous êtes attaché, mais que finalement, vous ne convient pas tant que ça parce qu'il n'est pas exclusif. Parce qu'il est, il est exclusif et vous ne l'êtes pas, par exemple. D'accord ? Donc vous perdez du temps à choisir des gens qui vous correspondent plus, plutôt qu'à rester scotché à quelqu'un qui vous convient, mais pas tant que ça, finalement. Parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs que vous. C'est compliqué, la question de l'attachement, parce qu'en général, on veut le beurre et l'argent du beurre. On se dit, je suis bien avec Géraldine, mais j'aimerais bien aussi goûter à Jacqueline. D'accord ? Mais si je goûte à Jacqueline, Géraldine ne va pas supporter. Bon, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renonce à la frustration et donc je me tape plus Jacqueline et ça, c'est une possibilité. Ou est-ce que je me dis que moi, je préfère goûter à Jacqueline et à Muriel et arrêter de raconter des cracks à Géraldine en disant, écoute Géraldine, je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser, et je ne vais pas perdre mon temps avec Géraldine, même si j'adore Géraldine, je resterai copain avec Géraldine ou pas, parce que Géraldine va faire autre chose de sa vie, et moi je vais faire autre chose de la mienne, tu vois. Mais c'est beaucoup plus mieux. Enfin, il y a quelque chose qui se soulage quand tu es en accord avec toi. Alors, pour le modèle, là tu montres le modèle exclusif ou pas, en fait. Oui, parce qu'on était dans cet exemple de la jalousie. Polygame ou monogame. Ouais. Ou infidélité. Ou infidélité. Voilà, ça peut être évoqué. Moi, j'ai expérimenté les deux. Et j'ai l'impression que le modèle monogame, engagé une personne, est plus intense en fait pour moi. Moi j'aime bien aussi. Plus vrai que où j'ai 2, 3 copines et puis c'est pas très intense. Alors je suis très centré sur moi, tout va bien, je suis bien, je souffre pas parce que j'investis aussi moins en fait. Et puis je vais prendre des trucs où il faut. Ça peut être très respectueux, ça peut être très aimant, mais sur un certain niveau en fait. Et donc là il y a un équilibre qui se fait. Et c'est pas non plus décapant, quoi. Oui, enfin chacun, ça c'est ton expérience. Ouais. Après ton expérience, elle pointe vers une relation plus profonde, où s'approfondit plus et plus intense que plusieurs à la fois. Chacun son expérience. Si tu interviews Jean-Baptiste, il va te dire pas ça, il va te dire autre chose. Mais peu importe, ce qui est important, c'est tes valeurs. C'est d'être en accord avec tes valeurs, avec qui tu es, rester dans ton intégrité. Tu vois. C'est vrai pour toi, ça peut être faux pour le voisin, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de vous connaître, en fait, et d'être en intégrité avec vous-même. Qu'est-ce qui me correspond le plus? Parce que je me connais mieux, je sais que ça me correspond plus. Et que c'est ce que j'ai envie de vivre. Est-ce qu'il y a une attente d'autant plus forte, en fait, qu'elle est portée sur une personne? Est-ce que, justement, il n'y a pas une attente si, ça c'est le risque. Le risque dans les souffrances en amour, c'est que puisque j'attends... j'ai qu'une personne en face de moi parce que je préfère approfondir en exclusivité, alors à ce moment-là, je vais attendre trop. Ça, c'est le risque de la bascule, qui est j'attends trop et du coup, un sur tout, tout sur un, tout sur tout.
Et là, on revient sur la question cruciale qui est comment je fais pour nourrir mes besoins quand je me sens seule au sein du couple, quand l'autre ne prend pas assez soin de moi, quand nanana. Donc là, faut réfléchir, mais pour autant, c'est pas parce que tu voyages pas avec Géraldine que tu n'es pas obligé de prendre Jacqueline avec qui tu couches ou avec qui tu as une love story pour aller faire un deuxième voyage. Tu peux aussi soit ne plus voyager, soit voyager tout seul, soit faire autre chose de ta vie. Enfin, il y a plein d'options, je veux dire, il y a toujours plein d'options. Mais il y a aussi l'idée d'être insatisfaisant pour les besoins de l'autre qui, lui, te met le la pression. poids. Ouais, c'est ça. Il faut que tu combles tous ses besoins parce que lui, oui. voilà. Donc, inversement, il y a la même ça c'est ce que tu pointes, c'est-à-dire quand il y a un et un seul partenaire, souvent, il y a trop d'attentes dans le couple en général. On attend trop de l'autre, on met trop la pression à l'autre pour que l'autre nous comble de plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans un rêve d'un couple où tout fonctionne. La sexualité doit fonctionner tout le temps, à donf. La tendresse tout le temps. L'autre, il doit prendre soin de nous tout le temps. Je sais pas. Ça doit être de l'intensité tout le temps. Ça doit nous rendre vivants tout le temps. Il faut qu'il y ait l'égalité des tâches tout le temps. Enfin, sécurisation financière. Enfin bon, la liste, elle s'arrête jamais. Du coup, ça pointe en fait, ça peut pointer le manque d'autonomie en fait. Aussi le manque d'autonomie et puis les attentes trop élevées du couple en général. C'est-à-dire le couple, vecteur et promesse de bonheur. Tu vois, une croyance illusoire, une idéologie. En fait, on est sur ici l'idéologie de la relation interpersonnelle. Des relations interpersonnelles. C'est-à-dire c'est une nouvelle religion qui serait le culte et la religion de la relation interpersonnelle, qui serait l'espoir d'un bonheur. En codépendance. Oui, de toute façon, c'est comme une religion. On croit cette idée que le couple pourrait être source de satisfaction plus, de sécurité, de satisfaction, d'intensité, d'épanouissement. Voilà. Bon, c'est une nouvelle religion. Parce que c'est basé sur une idéologie. Comme le communisme, comme le marxisme, comme tout, comme le capitalisme, comme le nationalisme, comme le libertarisme, comme n'importe quelle idéologie qui a toujours ses limites. Trouver un nom, je ne sais pas quoi, isme. Voilà. Le couplisme. Tu vois que la religion, les religions qui existent toujours, les religions avaient parce qu'on ne vivait pas très longtemps à l'époque, donc la vie était misérable et souffrante, et très 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 dure dans les époques. Voilà. Et donc du coup, la religion était la croyance dans un au-delà meilleur. Et c'était une idéologie de nouveau auquel on adhérait parce qu'on se disait après ça ira mieux. Ça permettait de supporter l'insupportable. Donc toutes les idéologies, c'est l'espoir qu'il y a quelque chose qui va enfin nous faire toucher le bonheur ou l'exceptionnel pour nous permettre de supporter l'insupportable de la dure réalité de la souffrance en fait, en général. Et donc il y a toujours un espoir qui se crée, une religion qui se crée. Et là, on est dans un culte de la religion interpersonnelle. Et le couple en fait partie à l'heure actuelle, qui est le couple comme promesse de bonheur. Et ce depuis la fin du 19e, à partir du moment où on a prêché le mythe du couple romantique, qu'on nous bassine tellement avec. Pour autant, ça ne veut pas dire que le couple ne peut pas être promesse de bonheur, hein, mais pas dans une forme idéologique. Voilà. Là, tu pointes très justement l'endroit où il y a trop d'attentes. Donc, plus il y a des espaces d'autonomie, moins il y a des attentes élevées, et plus c'est plus tranquille, en fait. Quelque chose qui s'apaise parce que tu n'y crois plus à ton truc et tu ne te racontes plus l'idée je manque, je vais manquer, et je manquerai, et je serai tout le temps frustrée. Oui, il y aura de la frustration, parce qu'il y aura de la souffrance. C'est pour ça qu'on va pas... C'est pour ça que j'aime bien cet atelier, parce qu'il est sur identifier et réduire les souffrances inutiles, mais la souffrance ne sera jamais éradiquée. Tu auras toujours des espaces de manque, et des moments de frustration, de toute façon. Mais sur la thématique du couple, l'idée peut être utilisée de deux façons, soit être en couple comme une solution éternelle à tous nos problèmes, soit faire couple avec quelqu'un pour vivre des expériences, et ça peut être deux façons différentes d'interpréter la façon d'être en relation sur la question de l'interdépendance, en tout cas entre plusieurs partenaires, quoi. Et
mais être en couple peut être une forme de Graal, comme cette croyance-là que tu évoques, l'idéologie d'être en couple est la solution à tous nos problèmes. Alors qu'on peut aussi se dire, je vais faire couple pour une raison particulière, pour des raisons particulières. Pour faire des enfants, par Pour exemple. faire des enfants. Il y a plein de jeunes qui font ça maintenant, qui se font des plans colocs, tu vois, de coparentalité. Les déçus du couple, par rapport aux parents qui ont tellement divorcé, il y a eu tellement de divorces et tout, ça a été un peu catastrophique, quoi. Hein. Et du coup, il y a des jeunes maintenant qui prennent cette direction moins obsédés par le couple romantique, mais plus par une affaire d'objectifs ensemble. On va faire des enfants ensemble. Bon, on est des coparents, et puis on va faire un couple, un CDD, et puis, mais on continuera de s'entendre pour les enfants, comme on le voit chez le milieu LGBTQ d'ailleurs. Ils le font plus facilement. Ils se prennent moins la tête en fait, hein. Donc ils sont moins désillusionnés, moins déçus, parce qu'il y a moins d'attentes. Et c'est plus fonctionnel, on va dire. C'est la fonctionnalité parent qui les attache, et pas tellement l'idéal romantique de que ça marche, on attend tout de là. Donc il y a moins d'effondrement, de zones d'effondrement, tu vois. Mais bon. C'est plus le paramètre sécuritaire là, qui est joué que le paramètre aventureux. Ouais, prends le micro. C'est plus le paramètre sécuritaire, elle dit. Ouais, bah oui, c'est plus le paramètre. On est plus dans je te garantis une sécurité, dans la construction. Oui, ou une envie d'être parent. Voilà. C'est des horloges biologiques, on a envie d'être parent, et pourquoi pas réaliser ça. C'est pas non plus de nouveau. Là, on est sur le mythe du couple comme quête du Graal. Il y a le mythe d'être parent comme quête du Graal. Tu as toujours des mythes, des idéologies. C'est pas ni plus ni moins. Pas non plus la panacée d'être parent, comme c'est pas non plus quelque chose de. C'est ni génial ni pas génial. C'est ce que c'est, quoi. Oui, mais en général, pour faire un foyer, un nid pour des enfants à venir. Oui, c'est mieux d'avoir un couple. Non, mais il faut un paramètre de sécurité à minimum. Bien sûr, bien sûr, mais carrément. On le revoit dans le monde animal, et c'est sûr que de toute façon, les femmes, elles ont besoin, c'est plus facile, et c'est mieux pour les enfants d'avoir un mâle protecteur qui s'engage et qui te donne des ressources pour assurer ta protection et celle des enfants. Et qui donne des soins aux enfants, etc. C'est sûr que c'est mieux. Après, Et après, on va s'arrêter. Ouais. Alors, moi, ma principale source de souffrance vient du fait que je ne m'autorise pas à être moi-même dans le couple. Dans le sens où j'ai peur que ma nature sensible envahisse l'autre, ou qu'elle soit jugée, qu'elle ne soit pas acceptée, qu'elle soit... Enfin, je ne veux pas me mettre dans une situation où je lui demande de gérer mes émotions. Du coup, je tombe dans l'inverse, dans la carapace, dans le non-dit. Ouais, et je culpabilise vis-à-vis de lui, vis-à-vis de moi. Et voilà. Donc là, la souffrance inutile, c'est de croire que je ne peux pas être aimée pour qui je suis, comme je suis. C'est ça. Voilà. Et donc, l'inverse, hein, c'est qui m'aime me suivre. Assumer, tu vois, ça serait nommer, c'est-à-dire, quitte à ce que l'autre se barre en courant. Voilà. Nommer comment tu fonctionnes, nommer, montrer ce fonctionnement, un peu instable émotionnellement, c'est ça ? C'est ça ? Ou pas sensible ça peut être juste un besoin d'être parfois rassuré, protégé, et puis j'ai pas envie d'imposer ça à l'autre. Ben, tu peux dire, moi ça je le fais plus parce que je suis plus là-dedans, mais pendant une grande période, j'avais ce truc, l'homme est mon protecteur, et je suis une femme fragile, et j'aime bien, et l'homme est censé me protéger avec ses grands bras velus, et son poil, et son torse, et son... Donc quand j'arrivais dans la relation, mais ça marche pas mal ce truc, je disais ça d'emblée, je disais, c'est un positionnement, tu dis j'annonce la couleur. Je suis, c'est qui même me suivent. Je suis plutôt fragile, ça se voit pas, mais si, les mecs ils aiment bien. Donc tu fais ce truc, tu annonces la couleur. J'aime bien les mecs protecteurs qui me prennent dans les bras, en me caressant la tête et en me disant des mots doux. Enfin voilà. Et puis si ça plaît pas, ben, ça plaît pas. Comme ça, te fait un tri sélectif. Ça te fait un tri. Ouais, ça plaît pas. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Après, le problème d'attendre un mec protecteur,
c'est que tu confies la responsabilité de ta protection à un autre que toi, ce qui est un peu emmerdant. Parce que tôt ou tard, tu seras déçu. Parce que bon, il peut te protéger 5 minutes dans ses grands bras velus, mais voilà, il ne va pas te protéger à ta place, puisque c'est que toi qui peux te protéger. Donc tu vois que déjà, ce postulat peut être charmant et sympathique, un peu naïf quand même, dans l'idée de confier la responsabilité à un autre que toi sur la protection, sur le thème de la protection. Tu es la seule mieux placée pour te protéger pour ta vie. Il n'y a que toi qui évalue les risques et les dangers pour ta vie et qui peut prendre les mesures protectrices. L'autre, à part de te prendre dans les bras et de te donner des conseils, il ne peut pas faire grand-chose à ta place. Hein. Mais ceci dit, tu peux annoncer la couleur. Plutôt que de te dire « ah, je vais être un poids, il ne va pas vouloir me protéger, aucun mec ne voudra me protéger ». Ils aiment bien être protecteurs, les mecs. En fait. C'est ce qu'ils cherchent, des femmes à protéger, à sauver. Donc, femme fragile appelle homme protecteur, sauveur. Mais après, tu vas être emmerdé parce que tu tombes sur des mecs qui veulent te protéger, mais qui veulent te driver. Bah, forcément, puisque ça va avec. Donc, il va falloir te soumettre, hein, ma cocotte. Il faut savoir ce que tu veux. Tu veux être protégé, tu vas être drivé aussi. Puisqu'il va te protéger, puis à un moment donné, il va te dire, maintenant, tu exécutes ce que je te dis, puisque moi, je sais ce qui est bon pour toi. Donc après, tu es obligé d'être dans la soumission. Donc, il faut savoir ce que tu veux. Bah oui. Donc, à toi de voir si tu veux vraiment être protégé. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que tu as plus besoin d'être prise dans les bras de temps en temps C'est pas tant la protection, c'est juste te dire j'ai besoin de ça et ça peut-être peut être quelque chose de difficile pour lui. Ah oui, donc de nommer, non, c'est pour toi que c'est difficile. Alors c'est pas pour lui, c'est pour toi que c'est difficile de nommer tes besoins à l'autre. De dire j'ai des besoins et l'autre il peut pas les entendre. Il peut pas me comprendre, il peut pas les entendre. Il peut pas être dit, il peut pas recevoir. Donc ça c'est un entraînement. Tu vas t'entraîner, on va t'entraîner tout à l'heure à exprimer tes besoins. Ça c'est une problématique liée à l'attachement. Hein. C'est les enfants qui n'ont pas eu le droit d'exprimer leurs besoins ou leurs sentiments ou leurs émotions. Ou dans la famille, ça ne se faisait pas, eux-mêmes n'exprimaient pas leurs besoins et leurs émotions. Donc du coup, tu ne sais toujours pas faire à l'âge adulte. Mais ça se récupère, ça. Ça s'apprend. Parce qu'il y a une anticipation, un peu comme le truc du rejet, que ça ne sert à rien de demander puisque je n'aurai pas. Donc du coup, je me tais. Mais non, faut remettre des circuits neuronaux en place. Je vais demander... Je peux obtenir éventuellement ou pas, mais au moins je fais des demandes. Donc j'apprends à demander ce dont j'ai besoin et je prends le risque d'obtenir ce dont j'ai besoin. Parce que à anticiper que tu ne vas pas avoir, tu n'auras pas. Classique. Hein. Voilà. Arrêtez.